Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Comme chaque semaine, nous aborderons les dernières actualités de la pharmacie d'officine en compagnie du président de la FSPF, Philippe Besset. Nous répondrons également, vous direz bonjour après, nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Mais sans plus attendre, passons aux questions d'actu. Bonjour Philippe. Bonjour donc. Donc, les vaccins à ARN messager Moderna devaient arriver entre hier et aujourd'hui dans les officines, mais apparemment, certaines livraisons n'ont pas été effectuées. Écoutez, c'est insupportable. Il y a encore eu un problème logistique chez Santé publique France, encore eu un problème de camion. Bref, nous avons été informés ce matin que 73 agences de répartition n'avaient pas été livrées. En fait, toute la moitié sud de la France ne sera pas livrée de vaccins Moderna aujourd'hui. C'est insupportable parce que, en fait, on a les médecins que nous devons livrer, les patients, enfin les rendez-vous que nous avions pris par rapport à l'assurance, comme quoi on allait être livré aujourd'hui, doivent être décalés. Donc, depuis, on parle de 150 000 doses à peu près, hein, c'est quand même pas rien. Donc, je viens d'avoir une information comme quoi les vaccins devraient, je vais employer le conditionnel, être livrés dans les agences de répartition lundi après-midi. Donc, ils devraient, toujours au conditionnel, être livrés dans les officines mardi après-midi. Et donc, c'est à partir de mercredi qu'on peut commencer de nouveau la vaccination en officine et chez les cabinets médicaux. Je vais vous dire Christophe, hein, contrairement à ce que j'espérais, n'est pas encore venu le temps où on prend les rendez-vous avant d'avoir les vaccins en main. Donc, encore, je vais être obligé de conseiller à mes confrères et à mes confrères médecins d'attendre d'avoir le vaccin en main avant de prendre leur rendez-vous, parce que on ne peut pas faire autrement. Je dois vous dire, j'ai poussé un coup de gueule auprès du cabinet du ministre. Il faut que le cabinet du ministre nous assure la livraison. Quand il nous dit qu'il y a une livraison, il faut qu'il nous assure qu'il y ait une livraison de vaccin. Ça ne peut pas être autrement. Donc, je ne vais pas revenir une énième fois sur la problématique du vaccin Pfizer qui devrait être en officine, mais il faut un certain nombre de volumes pour assurer cette régularité. Et sans cette régularité, on décourage complètement les professionnels que nous sommes. Voilà. Ce qui signifie, si vous pouviez avoir le Pfizer, si jamais il y a un problème sur Moderna, on peut injecter le Pfizer? Non. On a pris des rendez-vous Moderna, on a pris des rendez-vous Moderna. Oui, Moderna. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on ait des vaccins qui aient suffisamment de stock pour nous assurer la livraison. Sinon, on ne peut pas prendre de rendez-vous. C'est une catastrophe. Voilà. Non, véritablement, je suis vraiment très en colère contre cette désorganisation. Ça épuise les pharmaciens et les médecins. Ça met même des biais entre nous parce qu'il y a des médecins qui ne comprennent pas et qui est le système. Et donc, c'est vraiment un problème. D'accord. Donc là, le conseil, c'est on attend d'être livré avant de passer les rendez-vous auprès des patients. Voilà. La nouvelle, c'est que normalement, on devrait être livré mardi après-midi, mais c'est le normalement qui fait que mon conseil, c'est d'attendre véritablement d'avoir le vaccin en main, ou bien d'avoir un appel du grossiste qui vous assure qu'il va vous les livrer mardi après-midi avant de prendre les rendez-vous. Très bien. Alors, le comité paritaire national des programmes d'action s'est réuni ce matin avec à l'ordre du jour la dispensation à domicile, le dépistage du cancer colorectal et le pharmacien correspondant. Alors Philippe, pouvez-vous déjà nous rappeler ce qu'est le comité paritaire national des programmes d'action? Oui. Dans la Convention nationale pharmaceutique, il y a deux comités qui sont des commissions de travail, en fait, donc le CPNPA, ce fameux comité des programmes d'action, qui lui est chargé de définir les futures nouvelles missions du pharmacien. Donc on regarde quels sont les thèmes qui doivent être à l'ordre du jour des prochaines négociations conventionnelles. Donc on les travaille et une fois qu'ils sont assez mûrs en commission de travail, à ce moment-là, ils passent en commission paritaire nationale et éventuellement, ensuite, arrivent en négociation conventionnelle pour le tarif et pour que le directeur général de l'assurance maladie mette également sa patte sur nos travaux. Voilà.
Donc ça, c'est le CPNPA. Du coup, j'en profite pour vous dire que le deuxième comité, c'est le CTTPN, c'est-à-dire le comité technique national, donc paritaire, qui nous permet là de vérifier les problématiques informatiques, les problématiques de gestion des caisses. C'est là qu'on traite des sujets de dysfonctionnement. Et ça se réunit aussi périodiquement. Voilà. Alors, donc, il y avait là, donc, la dispensation à domicile ce matin au programme. Alors, quelles sont les évolutions à attendre dans ce domaine? Alors, le CPNPA a conclu sur la dispensation à domicile. Donc, le programme est prêt et donc prêt à passer en négociation conventionnelle avec le directeur général de l'assurance maladie. Donc, quand on parle de dispensation à domicile, on parle de l'acte d'un ayant droit, c'est-à-dire le pharmacien ou le préparateur en pharmacie ou l'étudiant sous la responsabilité les deux derniers sous la responsabilité du pharmacien, qui vont porter à domicile les médicaments d'un patient et qui font l'acte de dispensation, c'est-à-dire les explications, tous les actes du pharmacien, donc à domicile. Donc ça, on a défini donc les publics qui pouvaient être éligibles à cette nouvelle forme de dispensation. On est en train de définir donc les modalités pratiques. Ce ne pourra pas être sous-traité, par exemple. C'est important à dire. Ça ne pourra pas être sous-traité à des livreurs. Hein. C'est vraiment un acte d'un professionnel de santé dont on parle. C'est la même chose que quand un infirmier va à domicile, quand un médecin va à domicile ou quand un biologiste va à domicile. C'est véritablement le professionnel de santé qui se déplace, le pharmacien, préparateur en pharmacie ou adjoint, ou étudiant en pharmacie. Donc ça, on va maintenant le mettre, en discuter à la prochaine commission paritaire nationale avec Thomas Fathomme, et on verra comment ça s'intègre dans la négociation conventionnelle pour une nouvelle mission du pharmacien, donc une adaptation de la dispensation. Voilà pour ce premier thème. Ce sera pour tous les patients ou Non, c'est ce que je vous disais. Donc, on a défini les publics cibles par patient. On va citer deux pour que tout le monde ait des idées claires. C'est le grand âge et les sorties d'hospitalisation. D'accord. Voilà deux catégories de patients ciblés qui sont évidentes. Voilà. Il peut y avoir d'autres cas, notamment dans les cas de pandémie, par exemple, ou autres. Mais ça, ça fera partie de la négociation conventionnelle. D'accord. Et concernant le dépistage du cancer colorectal, est-ce que ça va être une nouvelle mission à l'officine? Probablement, parce que c'est nécessaire. C'est quelque chose qui se fait dans plusieurs régions de France. Nos confrères de Bretagne, par exemple, le font depuis quelque temps. Il y a une assez mauvaise adhésion à ce dépistage pour les personnes donc, de 55 ans et plus, hein, qui sont éligibles. Donc l'idée est d'expliquer l'intérêt et de remettre le kit par le pharmacien. Donc là-dessus, les programmes ne sont pas aussi avancés que pour la dispensation à domicile, puisqu'il faut maintenant faire des travaux avec l'INCa, notamment pour le guide d'accompagnement. Et donc, quand tout ça sera prêt, eh bien, là aussi, ce nouvel acte passera en commission paritaire nationale et éventuellement débouchera sur une négociation conventionnelle pour le tarif. Là aussi. Il y a un avenant, quoi, à la fin, c'est ça. Il y a un avenant. Alors, cette histoire d'avenant, là, on est, comme vous savez, dans une phase où on va avoir une négociation globale. Donc, on va voir si on rentre plusieurs de ces nouvelles missions dans le cadre de la négociation globale, ou bien si c'est plus rapide de le faire par avenant. On va décider de ça en commission paritaire nationale le mois prochain. Très bien. Alors, il a également été question du pharmacien correspondant. Alors, le pharmacien correspondant, c'est une attente d'un décret d'application, mais c'est quelque chose d'absolument majeur dans les années à venir. Donc, j'interpelle mes confrères là-dessus. Le pharmacien correspondant, c'est ni plus ni moins que la même chose que le parallèle du médecin traitant. C'est-à-dire que le patient va choisir quel pharmacien est son correspondant dans l'équipe de soins. Alors, ce pharmacien correspondant, il a une première mission qui est, on va dire, vraiment très limitée, puisque c'est dans le cadre d'une équipe de soins coordonnés qu'il peut y avoir une délégation du médecin pour renouveler le traitement
ou adapter les posologies. Bon, première mission du pharmacien correspondant, mais il y en aura manifestement d'autres de ces missions. Et l'importance, là, c'est qu'on va avoir un formulaire CERFA, et j'espère un téléservice dans quelques temps, permettant d'identifier le pharmacien correspondant dans les bases de données partagées de l'assurance maladie. Donc, ça va ensuite aller dans le DMP et l'équipe de soins, comme ça, saura que pour tel patient, c'est tel pharmacien qui est le correspondant dans l'équipe de soins pour l'ensemble de l'équipe. Donc, c'est un projet vraiment qui mise sur l'avenir et sur la relation patient-pharmacien, un projet essentiel, pas dans la porte, donc nous portons de façon très forte, mais ça ne va pas être la révolution immédiate puisque la première mission qui est confiée est, on va dire, très, très, très encadrée, donc aura un intérêt modéré dans le système de santé. C'est la première mission, c'est le pas dans la porte. Alors, par ailleurs, la Haute Autorité de Santé, cette fois, va relancer le projet de référentiel de certification des logiciels d'aide à la dispensation. Alors, quelles sont vos attentes en la matière? Alors, c'est très important, ce référentiel. Ça a été abandonné il y a quelques années. Il y a eu une première version du référentiel. Il n'y a aucun logiciel actuellement qui est labellisé logiciel d'aide à la dispensation par la HAS. Aucun, voilà. Parce que parallèlement, l'Europe a bien sûr remis une couche et a imposé au logiciel une certification dispositif médical pour les logiciels. Donc, il y a cette double certification qui posait problème. Donc là l'objectif, c'est de faire de ces deux certifications HAS et DM une seule, de telle façon à ce que l'ensemble des logiciels soient labellisés pour les deux fonctionnalités LAD et DM. C'est intéressant parce que ça nous permet de voir quelles sont les fonctionnalités indispensables et de contrôler, parce que la Haute Autorité de Santé va contrôler que les fonctionnalités indispensables à l'exercice soient dedans, soit dans le LAD. Ça permet de faire donc un travail du quotidien avec les éditeurs de logiciels. Et en plus, bien sûr, il y a une carotte, puisqu'il y aura une rémunération sur l'objectif de santé publique pour les pharmaciens qui seront équipés d'un LAD certifié. Donc, objectif de temporalité, que les travaux soient terminés, que le référentiel soit terminé à la fin de l'année 2021. Donc, les travaux vont être bon train. En parallèle du Ségur de la santé, je vous avais dit dans le précédent live qu'il allait y avoir des budgets pour mettre en conformité les éditeurs de logiciels, enfin les solutions de logiciels. Donc tout ça va faire que nous allons avoir une informatique rénovée, Christophe, très probablement en 2022. Et moi, j'y compte beaucoup parce que vous savez bien que là, tout passe par l'informatique maintenant. Il faut qu'on arrive à trouver les bons... la bonne formule en ne bridant pas la créativité des éditeurs, mais en permettant que tous les pharmaciens aient les fonctionnalités indispensables. Merci Philippe. Je vous propose maintenant de répondre à la question de Véronique Noury, présidente du syndicat des pharmaciens du Rhône et coprésidente de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Avant de poser ma question, je voulais vous dire que j'étais très heureuse avec Guillaume Dessart, l'autre coprésident de la région Rhône-Alpes-Auvergne, de vous accueillir tous au congrès des pharmaciens qui aura lieu le 9 et le 10 octobre dans notre belle ville de Lyon. Et nous vous attendons nombreux, évidemment. Donc ma question concerne le pass sanitaire qui est mis en place prochainement. Comment va être mis en place ce pass sanitaire pour le congrès? Quelles difficultés il va apporter pour les organisateurs et les congressistes? Merci. Alors Philippe, quelles seront les modalités de mise en place du pass sanitaire? Bon, la loi a été votée hier au Sénat, donc on vient tout juste d'avoir les modalités de ce pass sanitaire. Bon, plusieurs choses à savoir pour les pharmaciens. D'abord, l'assurance maladie a mis en ligne depuis hier, depuis ce matin d'ailleurs, 8h30, je crois, un lien Internet permettant à tout Français d'aller télécharger son certificat de vaccination. Donc, ce n'est plus la peine que vous fassiez le travail d'aller imprimer les QR codes pour les gens. Ils peuvent le faire eux-mêmes sur le site de l'assurance maladie d'Amélie. Ça va évoluer.
ce certificat va évoluer parce que le certificat, c'est le même que celui que nous avons actuellement. Voilà. Le 21 juin, il y aura un deuxième QR code qui va être généré, toujours sur un site de l'assurance maladie, qui là sera celui du pass sanitaire européen, qui permettra donc de prendre l'avion. Donc ça, c'est important à savoir pour les pharmaciens, pour qu'ils le disent aux gens. Donc il y a dès aujourd'hui, plus la peine de télécharger nous-mêmes les QR codes pour les gens qui nous le demandent, ils peuvent le faire eux-mêmes. Et à partir du 21 juin, il y aura le nouveau QR code qui sera européen. Donc pour répondre à la question de Véronique et par rapport à Lyon, ce pass sanitaire qui reprend 3 éléments, soit un certificat comme quoi on est guéri de la maladie Covid, soit un certificat de la deuxième dose de vaccination, soit un test RT-PCR ou test antigénique permettant de dire qu'on est négatif donc de moins de 72 heures. Donc tout ça, tous ces éléments-là seront sur ce pass sanitaire. Et ce pass sanitaire, il a une durée de vie assez courte puisque c'est limité au 30 septembre. Or, le congrès des pharmaciens, Christophe, c'est le 9 octobre. 9 et 10 octobre. Et d'ailleurs, les inscriptions vont bientôt être ouvertes sur le site internet du congrès. Exactement. Donc du coup, pas besoin normalement de ce pass sanitaire pour entrer au congrès, mais je vais vous lancer un appel vraiment solennel. Venez au congrès, mais venez vacciner. La vaccination, il faut vraiment que nous soyons exemplaires et il faut que la vaccination, que tous les gens qui sont au congrès soient vaccinés. Sinon, également un petit bémol toujours assez parce que vous savez bien que tout change en permanence pendant cette période Covid. Normalement, la loi dit que c'est fini au 30 septembre le pass sanitaire, mais une autre loi peut intervenir si jamais il y avait quoi que ce soit qui arrive dans l'épidémie, qui remettrait en route le pass sanitaire, et auquel cas, le congrès de Lyon, comme c'est un congrès qui fait plus de 1000 personnes, figure dans les lieux qui nécessiteront de la présentation d'un pass sanitaire avec des équipes dédiées du Palais des Congrès de Lyon qui viendront contrôler, qui seront habilitées à contrôler le pass. Voilà. Très bien, merci Philippe. Nous avons le temps de prendre une ou deux questions des internautes. Il y a un petit jingle. Voilà, c'est à vous. C'est à moi. Alors, une question. Donc, j'avais une question qui m'avait été posée sur la ROSP générique. On me demande. La ROSP générique, pardon. Oui, on me demande quand est-ce que sera payée la ROSP générique. Alors, j'ai déjà répondu à cette question. C'était le 19 mai. Et vous vous êtes aperçu que vous n'avez pas été payé. Ben, moi non plus. Donc, nous avons reposé la question à l'assurance maladie. Et effectivement, l'assurance maladie nous a dit qu'ils avaient du retard lié à patati patata et que donc ils ne savaient pas quand la ROSP serait payée. On espère, donc on a remis un tour de pression fort ce matin. Nous espérons que la ROSP sera payée début juin. Mais effectivement, pour rassurer tout le monde, la ROSP n'a pas été payée. Elle aurait dû l'être. Donc vous n'avez rien loupé de ce que nous avions dit. C'est un retard de l'assurance maladie et elle sera donc payée donc début juin normalement. Voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, bien sûr, toujours. Combien d'officines sont concernées par le retard de livraison des doses Moderna? Quelles grandes villes sont touchées? À part Limoux, vous voulez dire? Oui, la capitale de l'Occitanie. Voilà. À part Limoux, Marseille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, tout le sud de la France. Il y a près de 150 000 doses, la moitié de la France. Donc, vous prenez tout le sud et tout le sud de la France est impacté par ce retard de livraison. Normalement, les grossistes répartiteurs devraient téléphoner aux pharmaciens. Dites, Christophe, j'ai plein de questions, notamment certaines qui sont assez techniques. Mais on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, mais donc je vais y répondre par écrit. Donc, je m'engage dans la semaine à demander aux équipes de répondre aux questions par écrit sur le fil de message. Eh bien, merci Philippe Besset. Merci également Véronique Nourry pour la question vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. À bientôt.